Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autodafé, un numéro au cours duquel nous allons parler d'un grand écrivain américain, d'un formidable écrivain américain qui s'appelle Charles Bukowski. Et pour commencer, je n'imaginais pas faire une émission sur Bukowski sans boire un coup, alors je me suis ouvert une sorte de bouteille de vin rouge cheap, assez agressif que n'aurait pas renié ce bon Charles. Qu'est-ce que tu bois, Martial? Vodka poivré. Ouais, et ben, je pense qu'il aurait pas craché là-dessus non plus. Je pense qu'il crachait sur pas grand-chose. Sur rien du tout. Ouais, je pense qu'il il refusait aucune boisson alcoolisée, il y a aucun problème. En fait, j'ai cherché, je n'avais pas de bière de Clodo dans mon frigo. Pareil, j'avais pas de bière chaude, donc j'ai fait avec une bouteille de vin. Alors on va parler d'un roman de Bukowski, Le Postier, qui est sorti en 1971. On le présente comme son premier roman. Moi, j'y vois plutôt un récit très largement autobiographique qui parle des 15 années de sa vie passées à travailler aux services postaux des États-Unis. 3 années comme facteur, une petite période sabbatique durant laquelle il se met à la colle avec une fille un peu tunée, puis ensuite 12 années comme agent préposé au tri, une séquence qui s'étale donc de ses 32-33 ans à ses 50 ans. Le salariat pour Hank Chinaski, c'est le nom du personnage de Bukowski, son double littéraire qu'on retrouve dans plusieurs livres et nouvelles. Le salariat, donc, ça lui est un peu tombé dessus par hasard. Il vivait tranquillement sa vie de demi-clodo alcoolique quand il a entendu dire dans un bar glauque, probablement torché, que la Poste recrutait pour les fêtes, et c'est comme ça qu'il a mis le doigt dans l'engrenage fatal du salariat. Bukowski, c'est plutôt un mec basique. Il aime boire de l'alcool, beaucoup, c'est sa passion. Il aime les femmes, les petits culs, hein. Il aime fumer des clopes ou des cigares. Il aime les beaux costumes, même s'il en porte pas souvent. Il aime les courses de chevaux. Et surtout, il déteste qu'on le fasse chier. Mais la vie ne se passe jamais comme on l'avait prévu. Bukowski, c'est pas vraiment le cadre dynamique et motivé. C'est pas la start-up nation. C'est pas le développement personnel. Il va au turbin pour se payer ses canettes de bière chaude et le loyer de ses chambres crasseuses. Non pas qu'il fasse mal son boulot, il est plutôt consciencieux en fait, mais faut pas attendre de lui un enthousiasme débordant. Puis, comme son travail le fait prodigieusement chier, et on le comprend, c'est certainement pas là-dedans qu'il va s'épanouir. Il y va entraînant des pieds avec son éternelle gueule de bois horrible, et pour continuer à faire ce qu'il aime, il doit arracher ce précieux temps à son sommeil et à sa santé. Tous les mecs qui font des boulots pas trop passionnants connaissent ça. Comme toujours chez Bukowski, il décrit une réalité sordide avec un humour décapant. À 10 reprises, j'ai dû interrompre ma lecture parce que j'étais mort de rire. Et pourtant, pour qui connaît le souffle bukowskien, Le Postier est un des trucs les plus neutres et sages que j'ai pu lire de lui. Pas d'histoire rocambolesque de gonzesse hystéro qui le fait rétrécir pour se servir de lui comme d'un godemichet vivant, comme dans sa nouvelle La Marionnette, ou je sais plus comment ça s'appelle, ni d'histoire de machine à baiser, pas de scénario compliqué, seulement la description au scalpel de la routine qui vous tue à petit feu, des petits chéfaillons sadiques, des cadences de travail absurdes, de la vie avec les collègues, parfois des braves types, parfois d'insupportables connards. Passage à se pisser dessus de rire. Hank raconte ses déboires avec un collègue qui partageait son bureau au centre de tri, Dave Jenko, un mythomane qui prétendait baiser des bombes sexuelles gratuitement et qui lui parlait pendant des heures de ses histoires de cul imaginaires en hurlant. Bukowski devait se farcir toute l'histoire et ça commençait toujours pareil. « Oh putain Hank, je me suis fait sucer aujourd'hui mais t'imagines pas. J'étais sorti chercher du pain, tu vois, et là je croise cette pute assoiffée de chibre, et blablabla, et blablabla, et blablabla. On a tous connu un Dave Junko, ce genre de mec ultra lourd dont on a dû se farcir les conneries dès le matin en faisant notre job de merde. Mais c'est au final ce connard de Dave, en faisant lire son roman à Hank, qui fera germer en lui peut-être le désir d'en écrire un aussi,
il n'aura donc pas été totalement inutile. Les chefaillons qui rendent la vie de Hank impossible, le font chier pour un oui ou pour un non, pour 5 minutes de trop en pause à pisser, pour irrespect d'une cadence absurde ou pour manquement à une disposition du manuel postal rempli d'articles et de préconisations stupides sur la solennité et l'intégrité dont doit faire preuve tout employé des postes américains, un code de moralité complètement con dont usent et reusent toutes les organisations. On peut y lire par exemple que le postier doit être entièrement dévoué à l'intérêt public, maintenir les principes moraux les plus élevés, la conscience, l'efficacité, alors que les mecs sont simplement du bétail qu'on fait charbonner. Bref, au travail, on souffre la plupart du temps, et hormis quelques petites victoires symboliques sur la hiérarchie, un bon mot par-ci par-là, des entailles au règlement, globalement, on se fait enculer et on ferme sa gueule. On se fait enculer, c'est sûr, mais Bukowski subit cette enculade avec une parfaite dignité. Il a au moins l'honnêteté de ne pas y croire, de ne pas trop en faire, de ne pas sucer la bite de ses supérieurs pour mendier du travail. Il reste fort, même en puant le whisky, même avec les vêtements en loques. Ça m'a rappelé une phrase de Louis-Ferdinand Céline, extraite du Voyage au bout de la nuit. La trique finit par fatiguer celui qui la manie, tandis que l'espoir de devenir puissant et riche dont les blancs sont gavés, ça ne coûte rien. Qu'on ne vienne plus nous vanter l'Égypte et les tyrans tartares, ce n'était que petit margoulin prétentieux dans l'art suprême de faire rendre à la bête verticale son plus bel effort au boulot. Les indigènes, eux, ne fonctionnent guère qu'à coups de trick. Ils gardent cette dignité, tandis que les blancs, perfectionnés par l'instruction, ils marchent tout seuls. Bukowski, c'est un étranger chez lui qui marche à coups de trick et qui reste digne. Pas de faux semblants, pas de concessions, du cru, du brutal, du hardcore, tout, tant dans le fond que dans la forme, c'est ça le style Bukowski. Jamais de théorie fumeuse sur la politique, la psychologie humaine, que de la description froide, simplissime et truculente. Le monde vu à travers les yeux d'un pochetron sublime et délicat. Le Postier, c'est un roman sur le turbin, mais aussi sur l'alcool, cette substance magique qui permet à Bukowski de supporter l'existence. Pas d'addiction honteuse chez lui, il assume tous ses vices. Et puis, Bukowski, c'est aussi et toujours les femmes. Martial en touchera peut-être un mot. Tout à fait. Dans ses romans, dans ses nouvelles et dans sa vie, Bukowski est toujours à la colle avec des gonzesses complètement borderline, tantôt alcoolo, hystériques, nymphomanes, chiantes, et parfois tout ça à la fois. Il connaît son sujet par cœur, et là aussi dans le Postier, il reste plutôt sobre, réaliste, et ça n'en est que plus bouleversant. Pas besoin d'en faire des tonnes de toute façon. Les femmes sont des enfants cintrés qui nous en font voir de toutes les couleurs. Il raconte 3 histoires d'amour dans ce livre, toutes criantes de vérité, et quelques épisodes de baise à crever de rire avec des psychopathes finis. Quand Bukowski raconte sa sexualité d'alcoolo sublime insolvable, c'est absolument irrésistible. Il y a notamment un passage à hurler de rire où, pendant qu'il distribue le courrier, où tous les petits vieux lui demandent « Mais vous n'êtes pas le postier d'habitude ?» Parce que c'est un postier suppléant. Il se retrouve chez une vieille tarée qui l'insulte en lui disant des horreurs du genre « Le mal est écrit partout sur votre figure, au viol !» Et puis merde, quitte à être accusé à tort de viol, il lui baisse sa culotte et la déglingue sur le canapé. Une fois l'affaire terminée, la femme est apaisée et regarde le plafond. Bukowski se tire sans demander son reste, et il a bien raison. Bon, une vie entière à faire des boulots de merde, à survivre tant bien que mal, à supporter des folles dingos, à se faire des petits plaisirs quand il gagne aux courses, à se prendre des cuites colossales avec de la bière tiède et du Sky bon marché, à se lever avec la gueule de bois et à charbonner pour recommencer le soir, tout ça, jusqu'à 50 ans, et puis vient l'illumination. Il démissionne, il envoie la poste se faire foutre, dans un souverain calme, comme d'habitude, puis il se met à écrire. Il écrivait déjà, mais cette fois, il va faire ça sérieusement. Il accouche, enfin, de ses mémoires d'un vieux dégueulasse, sortis en 1969, puis Le Postier, puis C'est fantastique, jouissif, merveilleux, Conte de la folie ordinaire en 1976,
Il s'offre donc une deuxième, troisième, quatrième, septième vie comme les chats, d'écrivain superstar, en restant fidèle à lui-même, un alcoolo sublime, digne, bien qu'il devait être parfois vraiment casse-couille quand il en tenait une bonne. Il y a une vidéo légendaire de lui qu'on mettra peut-être à la fin de notre vidéo, où il fout une grosse tarte à une greluche qui les lui brisait. Bref, Bukowski, fidèle à lui-même jusqu'au bout, et puis, sans ses 50 premières années de sa vie à galérer au milieu de crasseux, de connards, d'hystéros, pour y extraire du sublime parfois, eh bien, il n'y aurait pas eu de Bukowski écrivain pour nous faire rêver et pour nous faire rigoler. Donc, Charles, je lève mon verre à ta santé et à ta mémoire, et il en faudrait beaucoup plus des comme toi, le monde se porterait mieux. À la tienne. Merci Ralph. Avant d'aborder ma chronique, effectivement, tu as tout à fait raison sur un point. Il y a ces 50 ans avant qu'il écrive, et ils sont essentiels. Bukowski, c'est pas Gainsbourg. Alors, attention, j'aime beaucoup Gainsbourg, mais c'est pas Gainsbourg, c'est pas Renaud. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vraiment vécu la galère, qui a vraiment vécu la noirceur. C'est pas une pause, c'est pas un style. Le Postier, donc, c'est le premier roman de Bukowski, c'est aussi le roman de la genèse de ce premier roman. Alors, petite note avant de commencer, Buko a été publié en France pour la première fois par les Humanoïdes Associés. Béni donc soit Druyer, Moebius et surtout Jean-Pierre Dionnet, qui ont fait connaître en France énormément de noms de la culture populaire américaine, que ce soit Buko ou Corben. J'ai pour ma part une grande tendresse pour l'esprit métal hurlant, fin de la parenthèse. C'est donc un premier roman, et comme nombre de premiers romans, il porte en germe tout l'univers de Bukowski. La crasse, la déprime, le sentiment d'inutilité face à la société et au monde, les femmes, toujours à la fois proches et lointaines, sensuelles et incompréhensibles, adorables et stupides, le sexe, les paris aux courses et la fuite en avant. La fuite en avant, c'est aussi celle de l'auteur lui-même devant la figure de son père violent, alcoolique, qui le battait, et qu'il a lui-même bastonné un soir d'ivresse à 16 ans avant de fuir la maison parentale à tout jamais. Un père auquel il ressemble physiquement et qui le poursuit comme une malédiction, tant il craint de devenir pareil à lui, et justement il devient pareil à lui. Ce père qui n'est jamais nommé dans le roman, sinon une fois pour préciser qu'il vient de mourir, et c'est justement après sa mort que Charles, Hank, pourra commencer à écrire, c'est-à-dire à devenir ce qu'il a toujours été. Mais revenons au roman. C'est un roman autobiographique et c'est un grand roman autobiographique, en dépit ou peut-être à cause du fait qu'il ne raconte pas grand-chose de transcendant. C'est pas glorieux, hein, c'est pas flamboyant. C'est juste une vie comme ça, jetée sur papier. Une vie faite de trottoirs humides, de filles saoules qu'on lève dans des bars et de leurs baisers au goût de cendre, de bourbons bas de gamme et d'angoisses nocturnes. C'est 15 ans qui passent comme un rêve, 4 ou 5 femmes, un mariage, un divorce, un gosse dont sa compagne le prive, des clients à la con, des collègues de merde, des nymphomanes, des abrutis, des petits chefs tyranniques qui jouissent de leur embryon de pouvoir, et l'alcool pour supporter tout ça. C'est une plongée dans le prolétariat américain le plus bas et le plus glauque, la face cachée du rêve américain, ceux qui se tapent les jobs de merde, payés au lance-pierre, malmenés, et qui rêvent de s'en sortir en faisant fortune dans les paris sportifs, le loto ou les courses de chevaux. Paris illusoire, bien entendu, Hank le montre bien, même quand il a quelques moments de veine et de grâce, ça ne dure pas longtemps. D'ailleurs, il claque tout en quelques semaines. Les sous-sols d'un monde sans RSA, dans lequel les individus rejetés par la société doivent bien trouver un moyen de croûter quand ils sont trop honnêtes ou trop lâches pour se faire braqueurs. Un monde dans lequel le suicide est une alternative toujours présente, tant il pourrait bien être la solution à la misère, à la dépression, au sens chronique de l'absurdité et de l'inutilité. Une chose qui n'apparaît pas immédiatement au lecteur européen, c'est que la ville de Bukowski, celle qu'il décrit, cette ville de puanteur, de sueur, de crasse et de fumée, c'est Los Angeles, c'est LA, c'est Hollywood, c'est Beverly Hills, c'est Malibu. C'est la fabrique à rêve de l'Occident, en tant qu'Hollywood, et en tant que Beverly Hills, c'est l'incarnation du rêve de millions de crétins. Et ce que Bukowski nous montre, c'est les soutes, c'est les caves de ce monde-là. Il y a chez Hank plusieurs choses admirables, et j'aimerais en souligner quelques-unes. Tout d'abord, il ne se plaint jamais. Il sait qu'il a un boulot de merde, que son boulot est pénible, qu'il le bousille, mais tant qu'il l'a, il le fait. Et s'il cherche, bien entendu, à se faire porter pâle à la première occasion, ça, bien sûr. En revanche, il ne gruge pas, et surtout, il tombe jamais dans l'auto-apitoiement. Il sait très bien que la vie est dure, que le monde est injuste, que c'est comme ça, et qu'il n'y a pas lieu de s'en plaindre. Il sait aussi qu'il doit à ses propres faiblesses, et notamment à sa paresse et à son alcoolisme, une bonne partie de sa situation. Il en prend acte, il accepte, il ne renie rien, et il continue.
Et puis, il est pudique. Alors, ça peut sembler étonnant, mais oui, Bukowski est extrêmement pudique, extrêmement délicat. Car, il parle très librement de sexe, de merde, de biture et autres. En revanche, il y a des sujets auxquels il ne touche pas. Il montre son cul sans problème, mais n'ouvre pas son cœur. Le déchirement de la perte de son enfant, c'est une ligne. La mort de son père, c'est une réplique de dialogue furtive. Le décès de son premier amour et comment il se charge des funérailles, un chapitre court. Tout se passe comme si Hank était obligé d'admettre que oui, ça existe, oui, bien sûr, c'est puissant, mais qu'il le dissimulait sous le tapis. Par pudeur, par délicatesse, et aussi sous le bourbon, les cigares, les courses et les femmes. Il y a même une forme de délicatesse à n'évoquer que les aspects les plus triviaux de l'existence, tout en laissant à entendre que oui, bien sûr il y a du sublime, bien sûr il y a du profond, mais il n'est pas donné à n'importe qui l'apercevoir. Ça se mérite. Et puis il y a les femmes. C'est pas encore le somptueux catalogue qu'on aura dans Women, mais on a déjà une belle brochette de créatures. Et chacune a son petit passage red pill. On a d'abord Betty, qui trouve très bien de se laisser entretenir par Hank 3 ans durant, mais qui, quand les rôles se trouvent inversés, c'est elle qui bosse et lui qui glande, trouve ça dégueulasse et le quitte en 2 mois. On a Joyce, la riche fille à papa hystérique et nymphomane, qui ne se met vraisemblablement avec Hank que pour faire chier son père, et le quitte finalement pour un mec bien présentable, bien propre sur lui, et qu'elle pourrait présenter à papa. Preuve qu'on n'échappe pas si facilement à son milieu. Il y a Marie-Lou, qui se jette sur lui dès qu'il semble avoir du pognon et tente de le faire tuer par son ex-petite amie. Il y a Vi, la magnifique Vi, qui a abandonné son ex-mari parce qu'il picolait et jouait aux courses, et a une liaison avec Hank, qui picole et joue aux courses. Bref, une magnifique collection de hamsters, du modèle souriceau au modèle ragondin, et une délectation pour l'amateur éclairé. Je me souviens de la lecture d'une critique qui, ayant lu Women, ne pouvait pas croire un seul instant, hamster aidant toujours, que Buck ait pu passer en quelques jours de 4 ans de solitude et de masturbation à 3 gonzesses par jour, quasiment donc du jour au lendemain, juste en devenant un écrivain célèbre. Et elle était certaine que Bukowski se foutait de nous et nous racontait n'importe quoi. Je n'en crois pas un mot, au contraire, je le crois sur parole. Pareil. Tout transpire la réalité chez Bukowski, quoi, c'est fou. Alors, j'émettrai un petit bémol, c'est la traduction en français de Philippe Garnier. Je la trouve pas terrible. Alors j'imagine bien que traduire Bucco, c'est pas simple, mais à mon avis ça demanderait quand même à être revu en profondeur. Petite note finale pour ceux qui connaissent pas du tout Bukowski. Alors d'abord, je recommande fortement le Postier comme introduction à l'œuvre. C'est à mon avis plus simple d'accès que Women ou que le journal d'un vieux dégueulasse. Je dirais que c'est à égalité avec les contes de la folie ordinaire. Et s'il y en a parmi vous qui connaissent pas l'auteur mais qui ont vu la série Californication, je signale que Hank Moody, le personnage central de la série, s'appelle Hank en référence à Hank Chinaski, et que une bonne partie de la vie personnelle de Moody est inspirée de la vie de Bucco, bien que Moody soit un Chinaski très très light et bien plus présentable. Voilà. Ouais, j'hésitais à parler de Hank Moody de la série Californication, où je trouve que c'est un bien faible hommage qu'on lui rend, parce que je trouve que la série est pourrie et les premiers épisodes sont cool, mais après ça part dans le grand n'importe quoi. C'est pas un bon Bukowski. Par contre, il y a eu des Bukowski au cinéma. Moi j'en ai vu 2. Il y a un Bukowski qui est interprété par Mickey Rourke. Donc vous tapez Mickey Rourke Bukowski, vous aurez le titre du film, parce que je m'en souviens pas, qui fait un Bukowski évidemment extraordinaire, puisque Mickey Rourke est un des acteurs les plus puissants de toute l'histoire du cinéma. Et très Bukowskien. Et plus étonnant, il y a un film avec Matt Damon. J'ai mis très longtemps à le regarder parce que je me disais bêtement que Matt Damon était trop minet pour faire un Bukowski, et quand j'ai vu le film, j'ai bien fermé ma gueule, parce que il joue un Bukowski formidable, justement dans ces années galères où avant qu'il écrive sa première nouvelle qui sera éditée dans un journal, une nouvelle incroyable, un conte de Noël complètement taré, et Matt Damon fait un formidable Bukowski. Bref, il a inspiré le cinéma, il a inspiré les séries. Bukowski, c'est une superstar et c'est un écrivain génialissime. Voilà, génialissime.
Je voulais qu'on reparle vite fait des femmes, de ces portraits de femmes. Et tu parles de l'histoire de Joyce. Alors évidemment, si on voulait faire une lecture pointue de ces histoires avec les femmes, on retrouverait toutes nos théories, parce qu'il a tout compris aux femmes, quoi. Et quand il est avec cette fameuse fille qui s'appelle Joyce, alors elle a plein de thunes, mais elle veut pas passer pour une fille à papa, alors elle oblige Hank à retourner bosser, alors que lui il était tranquille à rien foutre, à s'occuper des oiseaux et du chien. Oui, alors déjà il faut noter que elle-même ne trouvera un job que bien plus tard. Donc en fait pendant longtemps, pour pas passer pour une fille à papa, elle bosse toujours pas, c'est lui qui bosse. Qui bosse et qui fait son boulot horrible, donc il retourne au turbin, et on comprend pas bien pourquoi il retourne au turbin, parce que il se trouve un boulot tranquille dans une je sais pas quoi, dans une boutique de matériel de dessin où il va picoler, tout le monde l'aime bien. Tout le monde l'aime bien, et puis sans comprendre pourquoi il retourne à la poste, quoi. Je sais pas, c'est l'institution qui le sécurise, je sais pas pourquoi il fait ça, c'est un moment du bouquin que je comprends pas. Parce qu'il aurait pu rester longtemps dans sa petite boutique à se les toucher. Justement, parce que je pense que par rapport à son beau-père, être juste livreur, c'est la merde. Alors que dire qu'il est rentré dans l'administration, bon, ouais, voilà, c'est un boulot de merde, mais c'est un vrai boulot. Et puis il a passé un concours pour ça, donc ça fait un peu plus sérieux, quoi. Il a passé un petit concours, et à un moment, il est tranquille avec Joyce. C'est une grosse nympho qui lui épuise la bite, le pauvre, il en peut plus. Et à un moment, elle commence à lui parler d'un autre mec, de son boulot. Ouais. Et ça, retenez bien ça, hein, tous les mecs qui écoutent, hein, quand une femme commence à vous parler d'un autre mec, c'est déjà fini. Hein. Au revoir. Rideau. Elle finira avec, et il dit ça, mais avec une grande simplicité. Il fait pas de théorie, il raconte juste, et à chaque fois il y a les ruptures. Il raconte toujours les ruptures, et ça se fait il comprend, et il fait ok bébé, puis il se casse avec une grande dignité, comme ça il va se trouver un motel pourri, et puis il continue sa vie, quoi. Mais Joyce, il y a plusieurs scènes qui sont très très chouettes. La scène du chien est superbe, parce qu'en gros Joyce c'est une fille qui marche par caprice, mais qui ensuite assume pas. Donc elle achète un chien sur un coup de tête, et c'est un clébard débile qui pisse partout, mais qui finalement Hank aime bien. Ouais, il aime bien. Ouais. Elle achète 2 perruches qui font du boucan toute la journée. En fait, elle n'avait pas calculé que comme lui, il travaille 12 heures par nuit, de 6 heures du soir à 6 heures du mat. Dans la journée, il aimerait bien un peu de silence, mais non, elle a des super perruches, voilà, qui discutent toute la journée. La casse-couille. Oui, voilà, c'est une emmerdeuse absolue. Et Vi, je crois que c'est celle à qui il fait un gosse. Non, c'est Faye. C'est Faye à qui il fait un gosse, qui branle rien, qui branle rien à la maison, lui, il doit tout se taper, enfin c'est des... Ouais, mais elle branle rien parce qu'elle est contre la société, tu comprends ? Ouais, c'est une grosse hippie, une grosse communiste, mais au final, c'est celle qui lui donnera un enfant, puis elle va se barrer, elle se barrera avec son gosse, mais je crois qu'il aura des bonnes relations avec sa fille. Oui. Voilà, et pour la petite histoire, Bukowski, ça m'a fait très plaisir de me replonger dedans, parce que quand c'est mes lectures de jeunesse, et quand je dis c'est mes lectures de jeunesse, j'étais au VVF de Bagneux. Alors c'est un camp de vacances communiste pour les habitants de Bagneux, à la Trinité-sur-Mer, et j'allais passer toutes mes vacances là-bas avec mon père. Et un jour, j'ai vu 2 bouquins sur la table. Il y avait 30 000 jours de Maurice Genevoix. Alors j'ai dit à mon père assez naïvement, j'ai dit mais c'est quoi 30 000 jours ? Et mon père m'a dit c'est la durée de la vie. J'ai fait ok, donc je l'ai pas lu, je l'ai toujours pas lu d'ailleurs. Et il y avait Contes de la folie ordinaire de Bukowski, donc j'ai piqué le Bukowski, j'avais 9 ans, je lisais ces histoires absolument horribles, et je me pissais dessus sous le regard amusé de mon père, et 27 ans plus tard, ma foi ça fonctionne encore. Je me pisse encore dessus en le lisant, comme quand j'étais enfant, donc alors, c'est génialissime. Contes de la folie ordinaire, ça fait un moment que je l'ai lu, c'était il y a très longtemps. Est-ce que c'est dans celui-là où t'as 2 clodos qui tombent amoureux d'une noyée ? Non, ça doit pas être celui-là. Dans Contes de la folie ordinaire, ou c'est le nouveau Conte de la folie ordinaire, je sais jamais.
Il y a une histoire avec des obèses dans une piscine qui l'insultent. Il y a la machine à baiser d'un vieil Allemand, ancien nazi. Et puis il y a celui où il rétrécit. Il rétrécit et la meuf se sert de lui comme d'un god. Et à la fin, il arrive à s'échapper et en bouffant il bouffe du mou pour chat et il arrive à regrandir. Non mais un truc, mais c'est taré quoi. Il est taré, je kiffe. Il y a... Oui, un petit mot également pour les amateurs de littérature américaine. Il y a un bouquin qui est intéressant à lire en parallèle du Postier. C'est Lune sanglante de James Ellroy. Donc c'est un très très bon polar. Tout simplement parce que ça se passe exactement en même temps. Et que vous allez avoir des événements, notamment les émeutes raciales de 65, ouais. le soulèvement du Watts, décrit par Bucco, qui en a rien à branler. Quand il en a rien à foutre de tout. Tout ce qu'il veut, c'est des petits culs et de la picole, c'est tout ce qu'il veut. Et vous allez l'avoir décrit par Ellroy, qui est beaucoup plus sérieux, etc. Et donc c'est très marrant de mettre les deux auteurs en parallèle, parce que donc ils vont vous parler des mêmes événements, mais pas du tout de la même manière. L'Amérique nous a offert des immenses écrivains au XXe siècle. Des monstrueux, quoi. Les écrivains américains, moi j'en suis fou. Et Bukowski, derrière ses allures simples, derrière ses allures accessibles, c'est un écrivain immense qui parle de choses très profondes, mais toujours avec immensément d'humilité, quoi. Il n'y a jamais de grands mots, il n'y a jamais... Voilà, c'est le style Bukowski. Il y a aussi un reportage sur lui. Vous tapez Bukowski reportage, il y a un journaliste qui le suit. Voilà, il est vraiment dans la vie comme il est dans ses romans, quoi. On le voit se cuiter, parler à des vieilles putes, à des clodos. Un moment, il marche dans la rue et il y a une gonzesse qui sort de chez lui, et qui sort de chez elle et qui fait « Non, casse-toi d'ici, vieille alcoolo, on veut pas de problème et tout. » Enfin bon, voilà, quoi, c'est Bukowski, quoi. Bah, si on devait trouver un équivalent français, pour moi, ce serait Gros dégueulasse de Reiser, qui a ça en commun. C'est la même époque. Ouais, c'est la même époque et qui a ça en commun avec lui, de sembler être un truc rigolo et un peu crade, et en fait, dès que tu grattes un petit peu, c'est plus profond que ça en a l'air. Il y a des moments où on se pisse dessus de rire et on arrête de rire. Moi, j'ai lu des passages à ma copine, mais j'en pouvais plus, quoi. J'arrivais plus à respirer. Et puis il y a des moments où il nous donne envie de chialer. Ouais. Et sur une page, quoi. J'ajouterais un truc. Le tout début de Women embraye sur la fin de Post Office. Et le tout début de Women nous explique comment il a écrit le Postier. Et c'est très marrant, parce que tu vois comment un mec qui a été à la dérive pendant 15 ans, tout d'un coup, décide qu'il y a des choses qui vont changer. Et en fait, il a écrit le Postier en 21 semaines. Ouais, ça m'étonne pas. C'est ce que je me disais en le lisant. Je me disais, ça, c'est un livre qui a été écrit rapidement, dans l'urgence. Ben en fait, il dit, en gros, je me prenais... de toute façon, j'avais pas de pognon pour tenir très longtemps, donc je me disais, il faut que j'écrive au moins 10 pages par nuit. Donc j'écrivais 10 pages à la machine, par nuit. Hein. C'est pas pareil qu'à à l'ordinateur. À la machine. Ouais. Ouais. Et donc, au bout d'un certain temps, j'avais ma première version, j'ai élagué, j'ai viré, etc. J'ai réécrit ensuite, et voilà. Et donc ça m'a pris 21 semaines. Et donc en fait, en 21 semaines, il a changé son destin du tout au tout, quoi. Il a réussi à s'accomplir, quoi. Alors que c'était pas forcément gagné. Et j'adore les histoires de vocation tardive, de gens qui se réalisent tardivement. On est dans le culte de la jeunesse aujourd'hui. Faut être jeune, faut être beau, faut être fringant, faut avoir tout compris à 20 ans. Mais non, quoi, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je déteste les romans de petits péteux de 18 ans avec du style. C'est insupportable, quoi. C'est des romans de gonzesses. Nous, quand on lit un roman, c'est pas ça. Donc ça existe, hein, les vocations précoces. Les Rimbaud, ça existe, hein. Ça, oui, mais oui, Rimbaud, oui. à 30 ans, il était déjà mort. Rimbaud, Rimbaud à 30 ans, il était... oui, après il y a Rimbaud, bien sûr, mais... Mais en réalité, tout le monde n'est pas Rimbaud, et l'immense majorité des écrivaillons de 18 ans n'ont rien à dire, parce qu'ils n'ont rien vécu. Exactement. Moi, mon rêve, c'est d'écrire un roman un jour. J'en ai pas écrit encore une seule ligne, quoi. Et pourtant, des boulots de merde et des trucs de merde à la Bukowski, je peux te dire que
Je peux te dire que j'en ai fait dans la restauration, j'ai été livreur à vélo, j'ai fait des boulots à la con à ne plus savoir quoi en faire. Mais c'est pas prêt encore. Mais disons que ça, je trouve que c'est aussi une belle leçon pour pas mal de gens, surtout à notre époque où en gros, si on se compare à la génération précédente, on fait tout ce qu'ont fait nos parents 10 ans plus tard, hein, que ce soit les acquisitions immobilières ou les gosses. Et donc se dire que voilà, il y a des mecs qui se révèlent aussi sur le tard et qui ont besoin d'avoir eu ce tard pour se révéler. Voilà, c'est pas parce que comme disait César, j'ai 32 ans aujourd'hui, à mon âge, Alexandre avait conquis le monde et moi je n'ai toujours rien fait, donc ma vie est foutue. Voilà, non, on peut passer un certain temps et finalement ne se révéler que sur le tard, et le culte du jeunisme est une connerie absolue. Ouais, et puis le temps qui passe nous ramène vers l'urgence de la mort, quoi. C'est-à-dire que, évidemment, quand on a 20 ans, bon, on sait qu'il y a un truc qui s'appelle la mort qui existe, mais on se sent quand même éternel. Et puis le temps avance, et puis on se dit, mais merde, si je veux faire tout ce que j'ai envie de faire, il faut que je le fasse. Hein. Et Bukowski, c'est une belle histoire qui parle de ça, parce que il arrive à 50 ans, c'est un employé des postes quasiment cuit avec des courbatures partout. Enfin, il s'est fait éclater. Et puis il va devenir une superstar, il va se taper plein de gonzesses, il va faire des trucs de ouf. Et voilà, c'est trop beau comme histoire. Et c'est vrai que quand il arrive à 50 ans, finalement, son seul beau souvenir, c'est ces 3 semaines où il a eu un peu de blé parce qu'il a eu de la chance aux courses. Ouais, il a pris un congé sans solde, il bouffait au resto, il était tranquille. Voilà. Il y a aussi la parenthèse enchantée avec Joyce, quand elle l'entretenait et qu'il bossait pas, il était heureux. Voilà, il y a des petits passages comme ça où il est heureux, mais globalement, il est... Ouais, c'est quelques touches ici et là, quoi. Mais ensuite, ouais, pour finir, je dirais qu'il a quand même aussi une certaine capacité à transmettre un sentiment que personnellement je partage très profondément, et que parfois certains ou certaines ont du mal à comprendre. À quel point il est jouissif de pas forcément faire grand-chose, mais juste de jouir du fait qu'on ne vous fait pas chier là, tout de suite. Et ça, c'est génial. Bukowski est un contemplatif, hein, même sur ses 24 ans de vie d'écrivain, il n'a pas écrit grand-chose finalement. C'est un mec qui aimait rien foutre, qui aimait picoler, qui aimait passer des soirées entourées de jolis petits culs, et qui de temps en temps se prenait des fièvres de boulot comme toutes les feignasses, qui se retrouvent dans l'urgence à devoir faire les trucs. Je pense que je connais ça mieux que toi, Martial. Je pense. Et donc bon, c'est quand même un gros bosseur, mais c'est un grand contemplatif. Bukowski, alors qu'il est d'origine allemande, qui n'est pas le peuple le plus contemplatif qui soit, mais il se trouve que c'est un contemplatif allemand. Ou polonais, je sais plus il est né en Allemagne, mais il est polonais. Ouais, Europe de l'Est, c'est plus des contemplatifs, ouais. Il est né en Allemagne, mais si je me souviens bien, sa mère est allemande, mais son père est un soldat d'occupation américain, donc qui a un nom polac, mais qui est de nationalité américaine. C'est-à-dire que ça doit être son grand-père ou son arrière-grand-père qui a émigré, quoi. Ok. Mais c'est effectivement, il y a une dimension contemplative chez Bukowski qui est prégnante. Ouais, juste le plaisir... Le plaisir qu'il y a, la jouissance qu'il y a à regarder le plafond, éventuellement en lisant un bouquin, éventuellement en buvant une bière, et juste à regarder le téléphone et à constater qu'il ne sonne pas. Ouais. Que personne ne vous emmerde à l'instant T. Ah, c'est trop bien. Putain, c'est génial. C'est trop bien. Et tout le temps dans ces bouquins, on le dérange pendant qu'il est en train de chier, on le dérange, on le fait toujours chier, il est dégoûté. Et il y a aussi un truc qui est propre à Bukowski, et après je sais pas si on finira là-dessus, mais c'est son rapport à l'alcool, quoi. Quand on lui demande, c'est pas un alcoolique honteux, quoi. Quand on lui demande, vous voudriez pas un jour arrêter de boire, essayer de vous préserver un petit peu, il dit non. Il dit en fait l'alcool, moi c'est ce qui m'a permis de tenir, c'est ce qui m'a permis de m'ouvrir aux autres, c'est ce qui m'a permis de supporter la vie. Et il y a un passage comme ça dans Mémoire d'un vieux dégueulasse où il découvre l'alcool. Alors je sais pas, il a 12-13 ans, il est dans une cave, il boit le vin directement au tonneau, il se retrouve ivre pour la première fois et il se dit, parce qu'il a une enfance horrible, hein, il a son père qui le démonte, il est très moche,
il a des boutons partout, des trucs horribles, enfin il a des maladies horribles, il a vraiment une enfance horrible et il se dit putain j'ai trouvé un truc qui va me faire tenir. Et tout de suite il se dit ça et ça l'a jamais quitté dans sa vie, il a toujours été alcoolo et il s'en bat les couilles. Oui, c'est... Bah, d'ailleurs, il te décrit à un moment donné ces journées où en gros il se lève, il commence par boire 6 bières, puis il va au boulot. Oui, il arrive déglingué au taf. Les gueules de bois. Moi, c'est les journées gueules de bois parce que, tu vois, moi par exemple, des journées gueules de bois, je peux plus m'en faire, quoi. Tu vois, quand j'arrive au boulot avec une gueule de bois, je me dis, mais Raph, plus jamais, quoi. C'est l'horreur. Et lui, c'est toute sa vie, ça a été ça, quoi. Il arrivait au boulot avec une gueule de bois horrible et il supportait sa journée tant bien que mal et c'est pas grave. Le soir, il recommençait, quoi. C'est une force de la nature. Hein. Oui, mais donc quand il bosse pour ses concours, donc il se lève, il boit 6 bières, il va au boulot, il fait sa journée, au milieu de la nuit, il va vaguement manger à la cantine de la poste. Toujours des œufs, du bacon, il bouffe rien de consistant. Il rentre, il boit 6 bières, il se couche. Voilà. Ouais, c'est ça. Ces grosses boîtes de bière dégueulasses, chaudes. Voilà, donc à part donc ce qui grignote vaguement à la cantine de la boîte, sa nourriture principale, c'est de la bière de Clodo, quoi. Voilà, de la bière, des œufs. C'est super. Mais il a eu une super ligne jusqu'à la fin. Un peu de bide, quoi, le bide de bière. Mais ça va, c'est bien tenu. Et il est mort à 74 ans. Ce qui, avec le mode de vie qu'il avait, est franchement pas mal. Franchement pas mal. Et il est resté beau gosse jusqu'au bout. Parce que c'est vrai qu'il a un visage très particulier. Mais moi, il a ce que j'appelle une laideur. Il a une laideur sublime. Il a une gueule, quoi. Il a une gueule incroyable. Et une voix, quand il lit des poèmes, on est transporté. C'est vrai que pour un mec qui a été torché la moitié de sa vie et qui a dû fumer 3 paquets de brunes par jour de 14 ans à sa mort, il a quand même très bien tenu, quoi. Mais c'est une force de la nature. Hein. Je crois qu'il est super grand, il est super costaud. Il y a l'image de lui... à Bouillon de Culture avec Pivot, tu vois, le petit entre-soi. Bon, j'adore Pivot, hein, mais bon, c'est quand même le petit entre-soi parisien bien propre. Il arrive, il défonce tout, il parle trop mal, il finit complètement torché à 2 doigts de la gerbe. Voilà, j'adore, c'est une rockstar. Oui, c'est ça. J'adore, les rockstars font les choses qu'on n'a pas les couilles de faire. Hein. C'est une catharsis de les voir. Bukowski, c'est une catharsis de le lire et c'est une catharsis de le voir. Voilà, bah écoute, je pense qu'on peut conclure là-dessus. On brûle pas Bukowski, on brûle pas ses bouquins. Non, je pense qu'il faut le canoniser. Canonisation de Bukowski, il est sublime. Saint Charles Bukowski qui nous a montré les noirceurs de la même et en même temps en restant toujours... Et c'est ça qui est extraordinaire, en restant toujours tendre. Il est tendre avec les humains, malgré tout. Ah ouais, il fout quand même des grosses torgnoles aux gonzesses quand elles parlent dans des cours. Oui. C'est son petit vice. D'ailleurs, ça les calme, hein, la plupart du temps, ça marche plutôt bien. Oui, mais quand même, je trouve que pour la vie qu'il a eue et le monde qu'il décrit, il est finalement très tendre. Oui, c'est un amour, c'est un amour. C'est un amour d'homme. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas un auteur vraiment magnifique et une œuvre superbe à découvrir. Donc commencez par Le Postier ou par Conte de la folie ordinaire, et après vous pouvez passer à Women, En mémoire d'un vieux dégueulasse. Ça se lit très facilement, même si vous avez jamais lu de bouquin de votre vie, même si vous n'arrivez pas à vous concentrer, même si, mais Bukowski, c'est un gâteau, c'est un bonbon. Si vous lisez bien l'anglais, préférez la VO, parce que donc, comme je l'ai dit, quand même, la traduction française est assez moyenne. Voilà. Ok, on se retrouve la semaine prochaine. On ne sait pas quoi on parle la semaine prochaine, mais on va trouver. On verra. On vous dit à très bientôt. Ciao. Merci beaucoup pour votre écoute. Ciao.